Voilà, donc je crois que vous avez l'écran maintenant. Oui, oui. Ça va, ok. Bon, alors comment avez-vous réussi à constituer les matrices telles que demandé? Nous avons juste eu les données sur la Banque centrale concernant les rapports annuels de 2016 à 2018. Donc 2016, 2017 et 2018. Nous avons réparti les différents rapports et maintenant il ne reste plus que de commencer. Ah, mais vous prenez du temps. Vous prenez du temps. Et comment vous avez distribué les années? Qui prend 2016? C'est exact. Et moi, 2017, j'ai fait 2018. Ok, bon, ça va. Oh, voilà. Mais je crois que vous vous êtes informé que quand les cours vont commencer, on aura 2 séances seulement. La première séance, oui. C'est pour résumer un peu ce qu'on peut, résumer tout ce qui a été fait en ligne. Et puis, la deuxième séance, c'est une évaluation. Donc, il faut déjà vous préparer pour ça. Et c'est très intéressant que chacun de vous puisse avoir sa matrice de comptabilité sociale telle que c'est demandé et analyser. Si les autres se joignent à l'équipe, je crois qu'on va peut-être soit créer des groupes pour ne pas avoir trop de matrices à traiter. Bon, Géry, vous êtes à combien dans l'auditoire? Nous sommes dans le 18, 18-20. Il faut que je vérifie ça. Non. C'est pas 15. 15. 15 ans. Bon, on verra comment on va faire. Donc, et les rapports que vous les avez eus sur support électronique, ou bien c'est... Oui, c'est support électronique. Voilà, parce que c'est disponible. Très bien, très bien. Voilà, donc on va continuer. Je crois que dans ce que nous avons vu la fois passée, je crois qu'il faut que vous puissiez mettre vos micros en sourdine. Comme ça va nous permettre d'éviter les bruits de fond. Je crois qu'il y a une quatrième personne qui c'est Sandra. Je crois que c'est Sandra que je vois là-bas. Voilà, ok. Voilà. Oui, c'est moi, professeur. Pardon? Ok, ça va. Tu as fini par venir aujourd'hui. Ok, voilà. Donc, la fois passée, nous avions dit que nous essayons de voir comment nous pouvons construire un modèle économique à partir de la matrice de comptabilité sociale. Et il y a quelques étapes à suivre que je rappelle ici. Il faut d'abord identifier les variables qui sont endogènes et les variables qui sont exogènes. Et aussi calculer les différents coefficients, dans les matrices des coefficients, et identifier les équations, qui sont des équations qu'on peut tirer à partir de ce que nous avons comme matrice de comptabilité sociale, et puis après résoudre le système. Voilà, c'est un peu cette étape-là qu'on va suivre. Donc, la fois passée, nous avions identifié les variables endogènes et les variables exogènes en général, donc comme étant les variables endogènes comme étant les variables relatives au compte endogène, notamment la production, les activités, les facteurs de production et aussi les ménages. Et nous avons identifié également des variables exogènes comme celles relatives au compte exogène, bien sûr, notamment l'administration, la variation du capital et aussi les restes du monde. Et j'avais même, on avait fait cette petite matrice, ces petits schémas-là pour identifier à partir de l'exemple que nous avions, quelles sont les différentes matrices et quelles sont les différentes valeurs, les variables endogènes et les variables exogènes. Voilà, ça c'était votre TP, j'ai juste rappelé ça, mais vous deviez déjà calculer les coefficients parce que ça nous permettrait d'avancer même dans l'évaluation. Alors, pour déterminer les équations, l'étape suivante, c'est déterminer les différentes équations dans les modèles. Nous partons ici d'une économie qui a 4 comptes endogènes.
savez qu'il y a les comptes endogènes et les comptes exogènes. Et on va définir les éléments suivants dans la matrice de comptabilité sociale. Les éléments E, I, J, donc, sont les entrées de la matrice des comptabilités sociales, mais qui sont en fait les éléments ou les entrées qui appartiennent au compte endogène, dans le compte endogène dans les modèles. Et ces éléments-là sont réunis dans une matrice E. C'est la matrice de tous les coefficients ou les éléments qui correspondent au compte endogène. Et nous avons D indice I qui représente en fait la dépense pour les comptes exogènes I. Par exemple, la dépense du compte exogène gouvernement. Dans le gouvernement, on va mettre ça DI. LI, L indice J plutôt, c'est les paiements des comptes endogènes aux comptes exogènes. Donc là, vous prenez en fait les éléments qui sont en colonne et qui pour les comptes endogènes, mais qui vont au compte exogène. S indice I point, c'est le total de la ligne du compte I, donc ça veut dire ce sont les recettes. Et S indice point J, c'est le total des colonnes du compte J, ça veut dire c'est la dépense totale du compte J. Alors, et nous pouvons en fait prendre, faire la pondération, trouver la matrice des coefficients en fait. La matrice des coefficients, celle qui a été demandée, c'est tout simplement de diviser chaque entrée de la matrice S, si nous prenons la matrice S en général, et nous divisons chaque entrée de la matrice par la somme en colonne correspondante. C'est un peu ce que nous avons fait ici. Ici, dans cette matrice, c'est ça, c'est la matrice C. Et étant donné toutes les définitions que nous venons de donner concernant les entrées de la matrice S, donc, on peut écrire la matrice S sous forme d'une matrice partitionnée, où nous avons la partie qui correspond au compte endogène, okay, sont les éléments E indice IJ, et nous avons les dépenses, okay, les dépenses qui vont des comptes endogènes vers les comptes exogènes. Nous avons, par exemple, D1, l'indice 1, c'est la dépense, non, c'est plutôt, D-indice 1, c'est la dépense du compte exogène pour les comptes endogènes. Et nous avons ici les paiements, les différents paiements qui sont versés par les comptes endogènes aux comptes exogènes. Donc, ici, nous avons les comptes exogènes et les différents comptes endogènes qui payent les paiements L1, L2, LK. Donc, L2 représente en fait les paiements du compte endogène 2 vers les comptes exogènes. Voilà. Et vous avez ici les totaux. C'est les totaux de la première ligne, deuxième ligne. Et là, vous avez les totaux de la première colonne, deuxième colonne et la colonne K. Alors, ici, on peut en fait calculer les recettes totales pour chaque compte. Il suffit d'additionner les différentes quantités ici, et 1 et 1, 2, ainsi de suite, pour trouver les recettes totales du premier compte. Donc, ce que nous avons ici, nous avons la partie qui est exprimée en termes de E, ça provient des comptes endogènes, plus la partie qui provient des comptes exogènes. Donc, la recette totale d'un compte est composée des deux parties. Premièrement, la partie endogène, donc c'est la partie endogène qui provient des paiements reçus d'autres comptes endogènes, et puis la partie exogène qui provient du paiement, en fait, qui provient du compte exogène. Alors, il faut remarquer ceci, que les dépenses, des comptes exogènes ainsi que leurs variations sont en fait les instruments de politique. Parce qu'ici, comme nous distinguons en fait entre les comptes endogènes et les comptes exogènes, les comptes endogènes et les variables qui correspondent à ces comptes constituent des objectifs de la politique économique, alors que les variables correspondant aux comptes exogènes ainsi que leurs variations constituent les instruments de la politique. Ça, c'est très important de connaître ça.
Et puis, on considère les paiements qui partent des comptes endogènes vers les comptes exogènes comme étant des fuites des ressources. Et ça, c'est très important, comme étant les fuites des ressources qui partent de la partie endogène du modèle ou du système vers la partie exogène. Donc, c'est considéré cela comme une fuite de ressources. Alors, nous pouvons alors avoir représenté la matrice des coefficients endogènes et la matrice des suites que nous tirons à partir de la matrice de comptabilité sociale qu'on a en fait normalisée. Alors, ça c'est la partie de la matrice des coefficients endogènes. Les coefficients correspondent en fait à la partie endogène de l'économie. Et ici, nous avons les fuites. Donc, on partage un peu, on partitionne l'économie en deux blocs. En fait, on considère en fait ces deux blocs de l'économie parce qu'il y a plusieurs blocs qu'on peut avoir ici. Alors, il faut retenir que la matrice des coefficients endogènes, c'est une matrice carrée parce qu'en fait, il y a pour chaque secteur, il y a les dépenses, il y a aussi les recettes. Donc, nous avons cette matrice carrée qui représente les coefficients endogènes. Et ensuite, nous avons les vecteurs. Pour les coefficients des fuites, c'est un vecteur parce que ça représente en fait, ici nous avons un seul secteur exogène qui est le gouvernement. Donc nous avons ces deux matrices-là et remarquez que chaque composante, par exemple, pour la première colonne, ce qui représente en fait les différentes proportions de dépenses du premier secteur vers les autres secteurs. Tout est divisé par S indice.1, qui est la somme des dépenses ou la dépense totale du premier secteur. Alors, ainsi, on peut écrire la recette totale de chaque ligne. Okay? On peut écrire aussi en termes des coefficients de la matrice A. Donc, nous avons A pour le secteur I. Donc, le total des recettes, c'est A I indice 1 plus S.1. Et comme vous voyez la formule. Oh, mais ce qu'il faut retenir ici, que c'est les coefficients A, I, J représentent la proportion de la dépense totale du secteur J, okay, qui va vers les comptes I. C'est-à-dire, c'est la proportion de la dépense totale du compte J qui est attribuée en fait au secteur I. Ou dans l'exemple que nous avons ici, si le secteur 1, c'est l'agriculture et le secteur 2, c'est l'industrie, alors les coefficients A1, 2, okay, les coefficients A1, 2 va représenter les dépenses totales de l'industrie vers l'agriculture, donc cette proportion-là. Et puis, les D indice I, c'est la dépense exogène qui est dirigée vers les comptes I. Alors, pour les comptes exogènes, on définit exactement de la même façon. On définit la recette totale de la même façon. Ici, les comptes exogènes, c'est N, c'est l'indice N, donc c'est exactement la même formule que nous utilisons. Donc, A indice NJ, c'est la proportion des dépenses totales du compte N vers les comptes exogènes J. Donc, et dans tous les cas, nous devons avoir la somme totale des recettes doit être égale à la somme totale des dépenses pour chaque compte. Ça, c'est une exigence de la comptabilité nationale. Dans les identités, on doit avoir tout ce qui est dépensé par un compte et reçu comme une recette par un autre compte. Donc, on doit forcément avoir l'égalité entre les dépenses et les recettes pour chaque secteur. Alors partant des équations, partant en fait des identités comptables dont je viens de parler, nous pouvons écrire les équations du modèle. Donc, vous voyez comment nous partons de la matrice de comptabilité sociale qui établit les identités entre les dépenses et les recettes des différents secteurs. Et de là, on écrit les équations. Et en écrivant les équations, nous avons un modèle. Donc, ici,
nous allons partir de ces identités dont je viens de comptables pour avoir un modèle. Et ces modèles doivent nous aider à répondre à un certain nombre de questions. Notamment, on doit savoir les niveaux des recettes ou des dépenses de chaque compte endogène qui est généré par un niveau déterminé de dépenses exogènes. Par exemple, si les gouvernements ou tout autre, un autre secteur de notre campagne de gouvernement, si les gouvernements décident d'augmenter ses achats auprès des industries, auprès du secteur agricole, auprès d'autres secteurs productifs ou auprès d'autres comptes endogènes, la question de savoir quel sera alors les niveaux des recettes pour chaque secteur endogène qui est induit par cette dépense exogène ou cette dépense exogène du gouvernement. Et cette dépense exogène du gouvernement peut être considérée comme un instrument de politique, comme une application de la politique économique. Par exemple, en termes de la politique fiscale, on peut se dire, parce que le gouvernement peut donner des subventions aux ménages, on peut se poser la question, ou aux agriculteurs. Si le gouvernement fait des subventions aux agriculteurs, alors quel sera alors les niveaux des recettes au niveau pour chaque secteur endogène, chaque compte endogène? C'est très important et ce sont des analyses qui doivent être faites pour, dans le cadre de la planification. Et puis aussi, on peut répondre à la question de savoir quel est le niveau de fuite associé à un niveau déterminé des recettes ou des dépenses pour chaque compte endogène. Quand les ménages dépensent en termes de taxes, des impôts plutôt, alors quel est le niveau associé, quel est le niveau de fuite en fait associé à chaque compte endogène? Alors, ainsi, un modèle basé sur la matrice de comptabilité sociale doit tenir compte doit avoir comme hypothèse, comme sous-bassement, les éléments qui permettent d'exploiter la matrice de comptabilité sociale. Alors, ces modèles utilisent la matrice de comptabilité sociale comme la base de données. Alors, ce qui fait qu'on doit supposer que les dépenses et les recettes sont égales, en fait. Les dépenses pour chaque secteur, pour chaque compte, sont égales aux recettes de ces comptes-là. Alors, on va maintenant identifier ces différentes, les recettes et les dépenses, OK, qui sont en fait en équilibre, c'est la même chose. Si vous vous rappelez bien, lorsqu'on a fait par la première partie du, pas la fois passée, mais quand j'ai introduit la matrice de comptabilité sociale, il y avait un compte qu'on avait, on posait toujours que T est égal à T chapeau. Alors, si vous vous rappelez, c'est la même chose ici. Alors ces quantités-là, donc les quantités qui concernent en fait les dépenses, le total des dépenses et des recettes, on va noter cela comme XI. Donc XI, c'est l'indice qui représente les secteurs ou les comptes endogènes. Donc ça va de 1 à K. Alors on doit aussi supposer l'hypothèse de l'endogénéité des dépenses et des recettes relatives aux comptes endogènes. Donc ça c'est les éléments, une hypothèse claire doit être posée en ce sens. Et puis la constance des coefficients AIJ. Donc la matrice A des coefficients qui sont constants. Alors cette hypothèse un peu similaire à l'hypothèse de la constance des coefficients techniques dans la matrice de Leontief. Ici, nous sommes en train de parler d'un compte plus élargi, d'une matrice plus élargie qui est la matrice de comptabilité sociale. Donc, on pose aussi que les coefficients A, indice IJ sont constants. Et puis, les équations du modèle sont supposées linéaires. Donc, la relation entre les variables endogènes et les variables exogènes les relations sont linéaires. Quand on pose l'hypothèse de la linéarité, il y a l'implication, c'est qu'il n'y a pas de substitution entre les différents facteurs de production, ni entre les inputs dans le domaine de la production, et il n'y a pas aussi la substitution entre les différents produits finaux qui sont consommés par les institutions. Ça, c'est la quatrième hypothèse. La cinquième hypothèse, c'est que toute dépense exogène dans l'économie est satisfaite par une offre à l'interne, en fait, au niveau domestique. Et finalement, la toute dernière
hypothèse concerne les prix qui ont été utilisés pour obtenir la matrice de comptabilité sociale. Donc, on pose que ces prix-là sont fixes. Voilà. Alors, ainsi, en suivant ces hypothèses, bas de ces hypothèses, et sur bas de la matrice de comptabilité sociale, qui est exprimée en termes des coefficients de la matrice A, nous avons ces comptes ici. Nous écrivons les recettes, le total des recettes, en fait, pour chaque compte est égal aux dépenses. Voilà. On pose ces équations-là pour chaque compte de 1 à K. Et aussi, on peut écrire cela de cette façon de manière assez compacte ou encore en termes de matriciel. On pose les vecteurs X qui contient les variables X. Rappelez-vous, les variables X, c'est l'égalité entre les dépenses et les recettes. Donc, alors, du côté fuite, là, on va écrire également l'équation pour les fuites pour chaque secteur, pour chaque compte, de la manière suivante. Donc, vous avez cette équation qui est au bas de la page. Alors, les modèles que nous avons, en fait, c'est un modèle tel que nous avons écrit, un modèle qui a K équations, un système d'équations, un système à K équations et K inconnus. Donc, ce qui fait qu'on peut résoudre ces modèles-là à condition qu'il n'y ait pas collinéarité entre les équations. Donc, si une équation est collinéaire avec les autres, donc on n'aura pas la solution. Mais si toutes les équations sont indépendantes, donc tous les comptes en fait fonctionnent de manière indépendante, alors dans ces cas-là, on peut trouver la solution du modèle et cette solution sera une solution unique. Et on recourt ainsi à la méthode matricielle pour pouvoir dériver la solution du modèle. Alors pour toute valeur de la variable exogène déterminée, alors la solution sera unique en fait, sera donnée pour les valeurs endogènes. Donc, les comptes endogènes. Vous avez, comme je donné l'exemple tout à l'heure du gouvernement, pour tout accroissement, par exemple, des achats du gouvernement, en faveur d'un secteur déterminé ou d'un compte déterminé, on peut obtenir la solution du modèle, donc les variations des différents comptes endogènes. Alors, par exemple, en fait, quelques exemples pour les variables exogènes et endogènes. La consommation du gouvernement, des achats du gouvernement, ou les transferts au ménage, ça constitue en fait des variables exogènes. Et ce sont des variables sur lesquelles le gouvernement peut agir pour pouvoir influencer l'économie, pouvoir influencer le comportement des comptes endogènes. Et les comptes endogènes, les variables endogènes sont telles que les valeurs des biens et services, les niveaux d'activité. Alors, si le gouvernement change, manipule un instrument de politique, quel sera l'impact dans le cadre des activités de production? Il y a aussi la rémunération des facteurs et ainsi de suite, et les revenus du ménage. Alors, la solution du modèle est simple. Donc, elle est similaire à la solution du modèle input-output. Même la notation est identique. Alors, ici, nous avons, à partir de l'équation sous forme matricielle, donc vous avez X, on avait X est égal à AX plus D. On peut résoudre, en fait, l'équation pour trouver les différentes valeurs d'équilibre. Et rappelez-vous ici, ces valeurs de variables endogènes établissent l'égalité entre les dépenses et les recettes de différents comptes. Alors, nous allons poser ici la matrice inverse I moins A inverse comme la matrice M. En fait, cette matrice, la formule telle que vous la regardez, elle est identique, elle est similaire, il ne faut pas parler d'identique, il faut parler de similarité. Elle est similaire à la matrice de Leontief, mais ici, c'est une matrice qui contient, c'est une extension, comme nous avons dit en introduisant la matrice de comptabilité sociale. Ici, il s'agit d'une matrice plus large, plus étendue, qui contient la matrice de Leontief comme une partie, comme un élément.
parce que vous avez les différents comptes qui sont considérés, qui sont dedans. Par exemple, dans les cas précis que nous avons, les cas que nous étions en train d'illustrer, nous avions les secteurs agricoles, les secteurs industriels et les secteurs et les comptes ménages. Alors, si nous nous limitons uniquement aux deux secteurs de production, nous avons une matrice qui est semblable, qui est en fait une matrice des interactions entre les deux secteurs de production. Mais dès que nous ajoutons l'institution ménage, donc nous quittons en fait le domaine de input-output pour parler en fait de la matrice des comptabilités sociales. Ce qui fait que ici, ce qui fait que l'interprétation de la matrice M est différente. En fait, ici, l'interprétation, c'est que la matrice M, c'est une matrice des multiplicateurs. OK? En fait, sur le plan analytique, ceci permet de répercuter les effets des variations des variables exogènes sur l'ensemble de l'économie. C'est la raison pour laquelle on parle d'une matrice des multiplicateurs. Or, en parlant de, lorsque nous avons étudié la matrice, plutôt les modèles input-output, il n'y avait pas la partie institution. C'est la raison pour laquelle nous avions dit que les modèles input-output court-circuitaient les mécanismes des multiplicateurs keynésiens. Donc, ce que nous avons ici dans cette matrice, ce sont des multiplicateurs keynésiens. Par conséquent, ça devient très important. C'est un modèle très intéressant qui peut nous aider à faire des propositions dans le cadre des politiques économiques. Alors, donc voilà comment on résout ces systèmes. Et pour illustrer ces cas, nous revenons à l'exercice que nous avions commencé la fois passée. Et nous avons une économie, hein, c'est quand même juste une économie très limitée, juste pour illustrer en fait la solution. Alors, pour mieux comprendre la solution, il faut décrire d'abord la situation qui se présente devant nous. Nous avons un objectif ici. Quel est l'objectif? Il faut déterminer l'objectif et l'instrument. L'objectif de la politique économique, c'est faire varier les recettes des comptes endogènes, y compris les ménages, les revenus des ménages. Alors, on va ici voir la réaction, la répercussion de la dépense publique en termes des produits agricoles sur les niveaux d'activité des deux secteurs de cette économie, notamment l'industrie et l'agriculture, mais aussi sur les recettes, les revenus des ménages. Alors, l'instrument de politique qui est utilisé ici, c'est la demande exogène des biens et services, plutôt des biens agricoles par les gouvernements. Donc, c'est une dépense exogène du gouvernement. Alors, comment résoudre le problème? Nous allons considérer la solution en réécrivant la solution comme suite. X indice Paul. Paul tient pour politique. Hein, politique, X qui provient de la politique, est égal à la matrice des multiplicateurs multiplié par D politique. Donc, D, ça veut dire c'est la dépense. Alors, quelle est la manipulation ou les niveaux de la politique, les niveaux de l'instrument de politique qui est utilisé ici, quel est son impact sur les niveaux des recettes dans différents comptes endogènes. Alors, ici, D indice Paul est composé de deux parties. Il y a des REF. REF, c'est les niveaux de référence. Par exemple, pour vous donner l'idée, vous qui avez la matrice de 2016 comme jolie, les niveaux des dépenses, par exemple, les niveaux des dépenses en 2016, les niveaux des dépenses que vous allez enregistrer dans votre matrice de comptabilité sociale, c'est DREF, c'est la référence. Maintenant, delta D, c'est la politique, donc la variation de la dépense du gouvernement qui est utilisée dans le cadre de la politique économique, la politique gouvernementale pour influencer l'économie. Donc, c'est un peu comme ça qu'on définit ici. Il en est de même pour X-Pol. On a d'abord la référence et on s'intéresse à delta X, qui sera la variation. Alors, la solution est présentée comme suite. Et par ce schéma des solutions, vous devez établir un schéma de solutions en partant d'abord, bien sûr, de la matrice S. Vous avez la matrice S elle-même et vous avez la conversion de la matrice S
en matrice des coefficients. Mais ici, vous avez, vous analysez la demande exogène. Alors, pour la demande exogène, vous devez d'abord considérer quelle est la situation des références. La situation des références, si vous regardez très bien, dans votre matrice, dans la matrice de comptabilité sociale, les gouvernements dépensaient pour le compte de l'agriculture 15, ok? Et une dépense de 5 allait vers les comptes industriels et une dépense de 15 allait au ménage. Ça, c'est la situation de départ. Donc, ce que vous allez enregistrer dans la matrice de comptabilité sociale, c'est ce qui va ici. Maintenant, delta, delta, c'est quoi? C'est l'accroissement de l'instrument ou l'accroissement de l'instrument de la politique économique dans ce sens, politique gouvernementale. Ici, on va considérer un accroissement d'une unité monétaire. Donc, la dépense de l'État en faveur du secteur agricole, ça peut par exemple être, en fait, ici nous avons les achats, hein, c'est un terme d'achat, mais ça peut aussi être une subvention. Nous avons les achats pour une unité monétaire, ça c'est l'accroissement. Alors, et des pôles, des indices pôles, c'est la nouvelle demande de l'État, c'est des DR plus des delta, donc ça vous donne 16. Mais il n'y a pas eu modification concernant les dépenses en faveur des les dépenses du secteur exogène, donc du gouvernement, vers les deux autres comptes endogènes. Donc, c'est pourquoi nous avons 0, 0. Donc, l'accroissement est égal à 0 et par conséquent, les niveaux restent identiques dans la nouvelle politique. Les niveaux des dépenses restent identiques pour ces deux secteurs. Et puis, alors, quelles sont les valeurs inconnues qu'on cherche ici? D'abord, il s'agit des valeurs de X dont nous avons besoin. Quelle sera la valeur des demandes ou de la valeur des recettes au niveau des comptes endogènes? Nous partons d'abord de la situation initiale où la somme était de 110, 110 pour les ménages, 80 pour plutôt 110 pour le secteur agricole, 80 pour l'industrie et 45 pour les ménages. Et ce qu'il faut avoir, ce qu'il faut savoir, c'est l'inconnu qu'il faut, c'est d'abord l'accroissement des X, l'accroissement des totaux, des sommes, des recettes de ces différents, des trois comptes. Et lorsque nous aurons l'accroissement, alors on peut trouver la demande finale, la nouvelle valeur de la demande. Donc, c'est ce qu'on veut. Alors, pour le faire, ici, nous allons utiliser la solution. Okay? La solution, c'est que nous avons d'abord la matrice A, donc la matrice A, le coefficient A, et son inverse. Okay? Il faut trouver l'inverse et puis appliquer la formule de la solution pour obtenir en fait l'accroissement de X. Et dès que vous avez l'accroissement de X, alors vous pouvez compléter votre tableau ici. Okay? Alors, comment compléter? Nous avons, parce qu'il s'agit, la première colonne ici représente les secteurs agricoles. Maintenant, parce que les changements ont affecté l'agriculture, alors les valeurs, les accroissements dont nous avons besoin se trouvent sur la première colonne. Parce que dans la première colonne, c'est l'agriculture. Alors, nous prenons cette colonne et nous la mettons ici pour obtenir l'accroissement des recettes dans chaque secteur. Et dès que nous avons l'accroissement ici, nous pouvons faire la somme pour trouver la nouvelle demande. Voilà comment il faut procéder pour résoudre les problèmes. Je vois qu'il nous reste quelques minutes, je vais aller vite pour que je vous donne le temps de poser un peu de questions. Et puis, comment interpréter l'interprétation des résultats? En général, il faut retenir que, parce que ce que nous avons ici, ça, c'est la matrice M. Ça, c'est la matrice M. Comment interpréter les contenus ou les éléments de la matrice M? C'est très important. Alors, de manière générale, chaque entrée de la matrice M représente en fait le changement en unité monétaire des recettes totales du compte I suite au changement unitaire des recettes exogènes du compte J. Donc,
Par exemple, les résultats que nous avons ici indiquent que l'augmentation des achats gouvernementaux d'une valeur d'une unité monétaire en termes des biens agricoles entraîne une augmentation des recettes des secteurs endogènes de la manière suivante. Premièrement, alors ici, excusez-moi, ce n'est pas 8,813, c'est 3,813. OK, 3,813, ça vient d'ici. Ça vient d'ici, OK. 3,813, c'est une erreur de frappe. Alors, il y a, dans l'agriculture, cette action du gouvernement va d'abord entraîner une augmentation des recettes dans l'agriculture et dans le secteur agricole, c'est une unité monétaire, mais cette unité monétaire va produire 3,818 unités monétaires dans les secteurs agricoles lui-même et 0,273 unités monétaires dans les secteurs industriels suite à l'augmentation des recettes dans le secteur agricole. Et pour les ménages, ils vont gagner un revenu de 0,967 unités monétaires à la suite de cette augmentation des recettes dans les secteurs agricoles. Donc, voilà comment il faut interpréter ces résultats. Là, nous avons 2 minutes qui restent, 2 minutes 45. Je vous passe la parole pour des questions. Vous avez la parole. Vous pourrez poster cette vidéo aussi parce que... Oui, bien sûr, je vais le faire. Juste après, je vais le faire. Sandra, tu n'as pas de questions? Oui, Sandra, elle est toujours là, oui. Sandra. Oui, je suis là. OK. En fait, monsieur, je n'ai pas compris le 0,273 là. Mais oui. de l'autre côté, j'ai vu que c'était 2, quelque chose. Attends, je vais voir. Ah oui, non, c'est une erreur. Attendez. Oui, non. En fait, ce qu'il faut prendre, c'est les 2,182. Oui, voilà. C'est ça que je ne comprenais pas. Puisque vous avez dit qu'on devait prendre la première colonne. Oui, c'est une erreur. Mais après, j'ai vu, c'est la deuxième ligne, vous aviez... Tout à fait. C'est une erreur de frappe, donc c'est une erreur de copie. Donc, ce qu'il faut considérer, c'est 2,182. 2,182, c'est ça. Très bien. Merci pour avoir été vigilante. Alors, y a-t-il une autre question? Si vous pouvez aussi poster cette vidéo. Oui, je vais le faire. Je vais le faire juste après. Donc, dans les 30 minutes qui vont suivre la séance, je vais poster ça. Je vais poster la vidéo. D'accord, merci. Merci, monsieur. OK. Jolie, tu n'as pas de questions aujourd'hui? Non, je n'ai pas de questions, ça va. OK, ça va. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc on va arrêter ici. Et je vais poster la vidéo juste dans 15 minutes, 15 à 30 minutes, juste le temps pour moi de traiter la vidéo et de la poster. Et je vous donne rendez-vous en fait à la séance que nous aurons à l'université. Revoyez ce qu'on a eu comme cours, de telle sorte que vous puissiez poser vos questions. Je ne viendrai pas pour enseigner, c'est pour recevoir vos questions et y répondre. OK. Bon, alors, là, on s'est pas par ici et je vous souhaite une bonne journée. Merci, par exemple. Au revoir.